très basique, on pourrait dire. 16 mars 2020. Il y en a qui l'ont répété peu de temps. Nous sommes en guerre. 9 fois, 10 fois. Et ça résonne dans tous les esprits, qu'on soit vacciné ou pas. Personne n'a oublié ce moment. Et moi, je dis, je suis en paix. Et vous? Ah, nous sommes en paix alors ce soir. Très intéressant. C'est-à-dire que moi, je veux faire une déclaration de paix, je veux qu'on arrive à la paix civile. C'est l'intention. Il y a des vidéos que j'ai vues qui sont assez extraordinaires sur le pouvoir de l'intention. Qu'est-ce qu'on projette? Alors, il y a des gens qui ne sont pas préparés à ça. Il y a des gens qui sont, entre autres, encore très en colère ou très tristes. Hier soir, il y avait une dame qui était très triste. Je suis descendu, je me suis approché d'elle, j'ai voulu lui serrer la main. Elle a été incapable de me tendre la main et de me serrer la main. Serrer la main, peut-être s'il y en a qui sont allés à l'église, je pense que c'est le cas pour bon nombre d'entre vous, c'est un geste de voilà. Et quand on va à l'église, on dit faites un geste de paix. Ils ont tellement interdit aux gens de se serrer la main. Il y en a qui ne se serrent pas la main, mais globalement, c'est quand même revenu pas mal. Moi, quand j'ai encore des jeunes qui me tendent un poing, et ça, c'est un geste de guerre, et ben moi, je leur tends la main. C'est pierre, feuille, ciseaux. Et ça marche. C'est-à-dire que, bon, il y en a, ils sont là comme ça, et moi, je leur tends la main, et ils sont complètement perturbés. Et à un moment, souvent, ils finissent par serrer la main. Et tout ça, vraiment, je reviens à septembre 2020, ils ont réussi, grâce à la communication, à changer le comportement de millions de gens. C'est-à-dire les gestes barrières, et les gens ont obéi. Alors, bon, voilà. Mais maintenant, on peut influer là-dessus pour qu'on revienne. Et moi, ma plus grande intention, je vous le redis, c'est d'arriver à la paix. Et je pense vraiment, j'ai écrit un mail commun à pas mal de médecins que vous connaissez, Louis Fouché, Christian Perron, Didier Raoult, Vincent Labraise, Jean-Philippe Labraise, Vincent Roliquet, Éric Loridan, qui est aussi un chef. Donc j'ai fait un mail commun, il y avait aussi Annie Lumlin et d'autres, pour dire qu'il faudrait qu'on arrive à faire une délégation médicale pour être reçu. Et arrêtons cette guerre, y compris médiatique, parce qu'il y a une vraie guerre médiatique, rien que les articles de République qui consistent à dire juste Denis Agré est un anti-vax radié, oh mon Dieu, il continue à faire et à parler, c'est pas très vertueux, y compris pour la presse. Mais c'est à un moment, et après, je pense que l'objet médiatique doit aussi se modifier. Et si on doit sauter par-dessus les médias et aller directement voir les ministres, ben, tant mieux. Il faudrait peut-être qu'à un moment, des gens comme les députés et ou les sénateurs entendent mon message ou notre message de vouloir discuter. Et aussi, et j'en reviens à votre propos, monsieur, c'est que qu'est-ce qu'on fait quand on est vacciné et qu'on apprend ces informations-là? Parce que ça génère de la peur. Moi, les patients en consultation, quand je les informe des risques cardiovasculaires, et je parle quasiment que de ça, je ne parle même pas de l'histoire de l'augmentation des cancers, qui est aussi une réalité. Je ne vous parle pas du mécanisme physiologique, parce que, enfin, on pourra en parler, mais rien que quand on parle du risque cardiovasculaire lié au vaccin, qu'on dit qu'il y a une étude publique qui dit qu'il y a 5% de myocardite chez les soignants après 3 doses, les gens, ils se disent, bon sang, qu'est-ce qu'on m'a fait? La quasi-totalité vous disent, un peu en mode mea culpa, mais on a été obligé. Mais on a été obligé. Et c'est une obligation morale, psychique. C'est l'objet de la manipulation. Si vous ne connaissez pas, vous pouvez lire le bouquin Influence et manipulation
Cialdini. Et Cialdini, c'est un sociologue qui a écrit ce bouquin qui décrit les mécanismes d'influence et de manipulation qui sont les mêmes. La fin est différente, c'est-à-dire que, en gros, moi je le décris comme ça, c'est-à-dire que la manipulation est à des fins plutôt mercantiles, l'influence, c'est peut-être réellement amener, on pourrait dire, la paix et la santé publique et une société beaucoup plus sereine, et c'est là où moi je veux aller. Donc, si un jour on arrive à faire ça, on pourra rassurer, on pourra informer les gens. Effectivement, ça va sans doute générer, je ne sais pas quoi, ça se gère au niveau média, de la colère, de la tristesse. Mais en tout cas, la réalité de tout ça, c'est de faire du dépistage cardiologique chez les jeunes qui ont plus de 1, 2, 3 doses. Plus vous avez de doses, plus vous avez de risques. Et d'éviter des drames que moi je trouve absolument insupportables. J'ai encore partagé ce soir ces drames de jeunes en bonne santé qui, un jour ou l'autre, finissent par faire des arrêts cardiaques et tomber par terre, quoi. C'est plus possible de vivre dans ça, quoi. Là, j'ai partagé un article de Ouest France Fontenay. C'est un article d'il y a 7 heures. Joueur de l'AS La Châtaigneraie, Alexis Lecaille est décédé jeudi 10 octobre. Le milieu de terrain était victime d'une rupture d'anévrisme le 5 octobre lors d'un match de championnat. Il y a écrit, c'est le 3e décès en l'espace de 4 mois au niveau du club. Non mais, vous vous rendez compte, quoi. Alors, on vous dit c'est un anévrisme. Ok. Là, je vais vous parler un peu plus des mécanismes que je pense être la cause de tout ça. C'est-à-dire que j'ai beaucoup lu les rapports de Santé publique France et de l'Agence du médicament. Dès 2021, j'ai vu qu'il y avait des troubles du rythme cardiaque qui étaient signalés dans les rapports de la NSM. Très vite, j'ai parlé des myocardites. Dès juillet 2021, j'étais mis en contact avec une maman dont le fils, donc Céline Caron, son fils Quentin, a été hospitalisé l'été 2021 pour une myocardite grave en réanimation à Narbonne. On a eu la chance d'être en contact, de pouvoir se voir. Elle a eu un compte-rendu médical d'hospitalisation où il y avait une IRM cardiaque qui authentifiait la myocardite, une troponine qui avait énormément élevé, avec un début d'insuffisance cardiaque, mais a priori il a récupéré puisqu'il a été soigné à temps. Et c'était un jeune, entre autres, 18 ans, très sportif, footballeur. Donc on a fait une vidéo, ça a pris une proportion gigantesque, ils ont été obligés d'en parler dans les médias. Mais tout de suite, ils ont dit non, mais les myocardites, c'est rare, ça a une évolution favorable. Et c'est là où ils sont malhonnêtes, bêtes, je ne sais pas. Le problème, c'est que les myocardites, déjà à chaque fois que vous faites une dose, 2 doses, 3 doses, ça aggrave l'inflammation. Et si ce n'est pas diagnostiqué et traité précocement, ça peut évoluer vers des troubles du rythme cardiaque graves, de la fibrillation auriculaire, de la fibrillation ventriculaire, et au pire des arrêts cardiaques. Et à force de creuser, de faire de la bibliographie, j'ai trouvé des vidéos de la Société française de cardiologie où vous avez des cardiologues, entre autres, qui s'appellent Carnès et Roubi, qui parlent, je crois que c'est en 2022, qui disent que tous les vaccins, enfin pas tous les vaccins, ils disent que depuis des années, on sait que les vaccins du DTP, donc diphtérie, tétanos, polio, que les vaccins de la grippe, ça donne des myocardites. Et ils disent ça un peu comme si c'était une banalité, sauf que ça n'a rien de banal. Les vaccins de diphtérie, tétanos, polio, c'est dans tous les vaccins des enfants. Infanrix, Hexa, pentavalent, diphtérie, tétanos, polio, coqueluche, hémophilus, hépatite B, il y a tout ça dedans. Bon, voilà. Donc j'ai fait de la bibliographie sur les vaccins. Et j'ai trouvé des myocardites référencés avec des gamins décédés après le vaccin du DTP avec des myocardites. J'ai retrouvé des gamins décédés après des myocardites avec le vaccin de la grippe.
Donc c'est des faits scientifiques. Et une des choses qui m'a amené vers un autre propos, c'est les vascularites. Donc les vascularites, c'est quoi? C'est l'inflammation vasculaire. Et une des choses qui m'a mis sur cette piste, c'est terrible, mais c'est la réalité aussi, c'est une enfant qui s'appelle Mélanie Massip, qui a eu Pfizer l'été 2021, qui est décédée. Et elle a eu une migraine cardiaque, les parents ont transmis le dossier médical à l'époque. Et sur le rapport de la radiologue, il y a écrit addendum, éventuellement vascularite possible. Et en fait, une inflammation vasculaire, entre autres sur les artères coronaires, donc les artères du cœur, et si ça s'aggrave, ça donne une myocardite et ça donne un infarctus-like, mais aussi une paroi artérielle, si elle est inflammée, que ce soit au niveau de l'aorte, au niveau cérébral ou au niveau cardiaque, ça peut donner la paroi artérielle, si elle est inflammée, comme la paroi artérielle s'est remplie de fibres élastiques, ça s'appelle l'élastine, et ça peut donner des anévrismes. Et c'est des choses qu'on retrouve, entre autres, dans une maladie qu'on appelle la maladie de Kawasaki. Et dans la maladie de Kawasaki, il y a des anévrismes coronaires décrits. Alors, j'ai un peu investigué, et un jour, je ne sais plus, là je sais plus quelle notice de vaccin pédiatrique, mais je les ai publiés, entre autres, sur Twitter, sur Facebook, peut-être je peux retrouver en même temps, mais il y a des notices de vaccins pédiatriques où il y a écrit maladie de Kawasaki dans les effets indésirables. Et dans les vaccins pédiatriques, il y a des notices où dans les effets indésirables, il y a écrit inflammation vasculaire. Et il y a même une notice où j'ai vu, où il y a écrit inflammation ou blocage vasculaire. Donc blocage vasculaire, c'est que votre vaisseau, il est bouché. C'est un infarctus. Donc vous comprenez bien que s'il y a une inflammation vasculaire chez des enfants jeunes, que ça crée des anévrismes, et vous voyez là on parle d'anévrisme, ou qu'il y a un infarctus, que ça soit au niveau cardiaque ou au niveau cérébral, ça peut expliquer beaucoup de choses. Alors ça remet en question des choses gigantesques, ça remet en question 150 ans de croyances, entre autres de Pasteur, et c'est un tabou sociétal majeur. Parce que derrière, il y a une économie gigantesque, il y a des milliards de dollars en jeu, et aussi, il y a des emplois en jeu. C'est-à-dire que demain, si l'économie du médicament ferme des postes, il va falloir redonner du boulot à ces gens et leur permettre d'aller faire autre chose comme boulot. Mais il y a plein d'autres boulots qu'on peut s'approprier. Donc c'est tout ça qu'il faut accompagner. C'est un propos qui est extrêmement gênant et dérangeant et qui fait peur au système. Et c'est pour ça que, vous avez vu, on a parlé de la peur, soit ça met les gens dans la stupeur, soit ça peut aussi les mettre dans la colère, dans la vengeance et la haine. C'est-à-dire que moi, la sanction que l'ordre m'inflige, je leur en veux pas trop. Moi, je pense que c'est des réactions émotionnelles en chaîne qu'ils n'arrivent pas à gérer. Et j'aimerais bien. Et c'est pour ça que j'essaye de les accompagner. C'est pour ça que j'aimerais bien qu'on puisse... Vous voyez, là, on est dans une petite salle. Les vidéos, ça va bouger. J'en ai fait bon nombre. Mais petit à petit, ça fait monter le niveau de conscience. Mais aussi de comprendre que même avant l'histoire des vaccins ARN messagers, avec les vaccins pédiatriques, peut-être qu'on crée des maladies chez les enfants. Ça nous sort de cette idée de plan organisé. Moi, vraiment, je déconstruis ça et ça les dédouane de certaines responsabilités, même s'ils en ont quand même malgré moi. Je pense qu'ils ont quand même des responsabilités qu'il faut qu'ils assument à minima. Mais c'est une déconstruction. Là, j'ai sorti des chiffres que je n'ai pas encore publiés, mais en fait, ce qui s'est passé en 2020,
il y avait un taux de couverture, de vaccination, de nombre de doses administrées qui était relativement élevé en 2016, 2017, 2018, 2019. Et en fait, en 2020, la vaccination pédiatrique en France s'est écroulée. Pourquoi? Parce qu'on a fermé les cabinets médicaux, qu'on n'a parlé plus que du Covid, et d'ailleurs, en 2020, on ne parlait pas du tout de vaccin. Et très probablement, il y a eu énormément de gamins qui ont été moins vaccinés, et c'est reparti en 2021, 2022, 2023. Et dans les données que j'ai aujourd'hui, alors je n'ai pas accès à toutes les bases de données nationales, mais il semblerait qu'il y ait eu moins de maladies hospitalisées chez les moins de 18 ans en 2020. Alors on pourra vous dire oui, mais c'est parce qu'on a mis du gel hydroalcoolique, c'est parce qu'on a mis des masques. Mais quand vous avez moins d'hospitalisation sur, par exemple, de l'épilepsie, et qu'en même temps il y a moins de vaccins, on peut se questionner sur le fait que peut-être en vaccinant moins, il y a moins de vascularité cérébrale, et que comme il y a moins de vascularité cérébrale, les neurones des enfants sont un peu mieux perfusés, et que donc ils font moins d'épilepsie. Et vous voyez où ça amène, c'est-à-dire que si tout ça, petit à petit, ça vient dans la conscience, les antiépileptiques, c'est des millions de bénéfices pour l'industrie pharma. Donc il y a tout ça, mais en contrepartie, on peut prendre l'histoire de la dépakine, qui est actuelle, c'est-à-dire qu'il y a des gros gaps avec, par exemple, ce médicament, où ça a été responsable d'énormément de malformations pendant la grossesse. Donc sans doute, il y a du bien et du mal dans les médicaments, et la question c'est, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Quelle est l'efficacité des vaccins? Ça c'est... Moi aujourd'hui, je n'ai pas trop creusé ça, mais sans doute, on pourrait se dire que ça en a une. Moi j'ai passé ma vie à me vacciner, à vacciner les enfants. Donc voilà, c'est très complexe. Voilà où j'en suis. Ça va? Une question. Dites. Alors, je ne sais pas si c'est une réalité ou pas. Je sais qu'en France, les chiffres ne sont pas donnés. Sur les femmes enceintes qui ont été vaccinées, j'ai lu un rapport comme quoi en Angleterre, il y avait eu une augmentation de 67% des fausses couches. J'aimerais savoir en France si on a des résultats. Alors, je n'ai pas le chiffre sur le nombre de fausses couches, on va dire, dues au vaccin. Parce que vous voyez, entre autres, quand ils me font la radiation, comme Didier Raoult, qui se prend 2 ans d'interdiction, comme ma consoeur qui était là hier soir, Hélène Potriche, qui était médecin généraliste à Sévrac, ils lui ont collé 6 mois d'interdiction d'exercer, et elle a fait appel, elle doit passer au national, je crois, en novembre. Ils nous reprochent, entre autres, un manque de prudence. En gros, on n'a pas été prudent, j'ai dit des conneries sur les vidéos, dans les manifestations, ok. Mais effectivement, j'ai sans doute eu des propos déplacés, et même encore ce soir, je suis sûr qu'ils trouveront quelque chose à me reprocher. Pour autant, dès mai-juin 2021, dans les rapports de l'Agence du médicament, et j'ai remonté la vidéo il y a peu de temps sur Facebook, je suis allé la rechercher dans l'historique, dès mai-juin 2021, il y avait des rapports de l'Agence du médicament qui montraient qu'il y avait des malformations chez les femmes vaccinées, qu'il y avait des morts in utero chez les femmes vaccinées avec des thromboses du cordon ombilical. On peut en revenir à l'histoire des vascularites et des inflammations vasculaires, c'est-à-dire que si vous avez un cordon ombilical qui est inflammé et qui à un moment finit par se boucher parce qu'il y a trop d'inflammation, quand il n'y a plus d'oxygène qui arrive au fœtus, forcément à un moment ça s'arrête. Mais on avait des signaux gravissimes, gravissimes. Et dans les rapports de Santé publique France, et vous les avez encore dans ma vidéo, et j'ai fait des copies d'écran et tutti quanti, j'ai tout sur l'ordi, il y a des femmes qui ont fait des embolies pulmonaires bilatérales à 20, 25, 28, 30 ans, alors qu'elles étaient enceintes. Mais quand vous faites une embolie pulmonaire bilatérale, vous avez les 2 artères pulmonaires, à droite et à gauche, qui sont bouchées. Vous êtes à 2 secondes de faire un arrêt cardiaque.
et vous avez le bébé dans le ventre. Ils ont fait des trucs qui sont totalement insensés. Et d'avoir ouvert la vaccination chez les gamins l'été 2021, c'est je vais dire un gros mot, c'est une folie. On avait tous les signaux d'alerte pour savoir que la maladie du coronavirus n'était pas une maladie grave et qu'elle touchait préférentiellement des gens très âgés, et je vous ai parlé de mes données à la Fondation Partagée, et des gens polypathologiques, pour ne pas dire avec des antécédents de maladies ou des facteurs de risque, mais les populations jeunes en bonne santé n'avaient quasiment aucun risque de cette maladie. Et en sens inverse, et les rapports épiphares qui parlent des myocardites montrent que les plus grands risques, c'est les jeunes, et c'est des problèmes cardiaques. Donc, si vous voulez, on arrive à un moment où on ne peut plus cacher tout ça sous le tapis. C'est impossible pour eux. Ils ont fait tout ce qu'ils voulaient, entre autres avec moi, pour me décrédibiliser. En septembre 2021, j'ai parlé devant l'ARS Occitanie dans un micro parce qu'on avait réunion avec le directeur de l'ARS qui nous a laissé porte close, où déjà à l'époque, j'ai pris le micro pour lui rappeler qu'il y avait à peu près plus de 800 décès recensés sur la NSM, et je crois qu'il y avait déjà au moins 20 000 effets indésirables graves. Mais ils n'ont jamais voulu discuter de ça. C'était en septembre 2021. Donc, ouais, les portes étaient fermées, mais peut-être qu'à un moment, il va falloir que on passe à autre chose, quoi. Et que vraiment, l'État, ils géreront la com comme ils veulent. Hein. Vous voyez, ils ont des cabinets de communication qui savent très bien faire les choses. Et je pense que c'est indispensable même si c'est terrible, de dire aux gens, oui, on s'est planté, hein, et je suis très gentil, et que derrière, on puisse organiser du dépistage cardiovasculaire, en particulier chez les jeunes, qu'on rassure la population. Et on a tous les moyens de le faire. Moi, intellectuellement, j'ai tout imaginé comme étant faisable, et voilà. Donc c'est la sortie de crise, c'est comment on fait l'armistice, c'est comment on fait la paix. Voilà. En avril dernier, j'avais entendu qu'ils encourageaient les gens à se faire vacciner pour le Covid. Bah, Et puis j'en entends plus parler. Mitch, quoi. Mitch, mais bon. Aujourd'hui, dans ma boîte aux lettres, la Sécu m'invite les gens suivants à partir du 15 octobre à aller se faire vacciner contre la grippe et le Covid-19. Voilà. C'est tout ça qui est compliqué. Pour l'instant, elle disait que dans sa boîte aux lettres, elle avait reçu une invitation de l'assurance maladie à aller faire la grippe et le Covid. Voilà. Dites-moi. Oui. En tant qu'adulte, on peut dire, on peut choisir, on le fait ou on ne le fait pas. Mais tout à fait. Mais quand on a des enfants petits, Eh ben, on nous propose tous ces vaccins. ouais. En disant que si on ne le fait pas, on ne peut pas à l'école, on ne peut Oui. pas prendre le nounou. Oui. En sachant qu'aujourd'hui, l'école à la maison, ben, interdit. Ouais. Alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Les jeunes parents. Je sais. Qu'est-ce qu'on fait? Y a des gens qui ont parlé des examens médicaux obligatoires et qui disent que si on amène le gamin régulièrement faire les examens médicaux obligatoires, qu'en gros on ne pourra pas vous reprocher de ne pas l'avoir fait vacciner. Bon, moi je n'ai pas tous les tenants et les aboutissants de tout ça au niveau juridique. Moi je trouve que quand même on est dans un moment de l'histoire, excusez-moi je cherche 2-3 chiffres pour vous parler encore des vaccins du Covid. Mais on est dans un moment de l'histoire où je trouve qu'il n'y a plus vraiment de règles de droit licites et que si les parents ont un dialogue avec le directeur de d'école ou de la crèche et qu'ils arrivent à lui apporter des informations qui leur font comprendre que oui, il y a des risques aussi avec les vaccins pédiatriques et que leur choix c'est de ne pas faire vacciner leurs gamins, ben, peut-être que le directeur de crèche ou d'école entendra le discours des parents et passera outre. Non, mais vous savez, dans les directeurs de crèche d'école, il y a des gens qui ont compris aussi. Non, mais c'est... Et après,
si vous voulez, il y a plein de choses, bon, réellement, on le sait, et moi je l'ai appris, je l'ai découvert, je ne savais même pas, mais il y a quantité de gens, peut-être qu'il y en a ici dans la salle, qui ont grandi depuis qu'ils sont enfants, en n'ayant jamais été vaccinés pour quoi que ce soit. Et donc, réellement, il y a des généralistes qui font des faux dans les cabinets, et c'est des pratiques qui existent depuis des années. Donc après, il y a plein de manières de contourner un système, et j'ai envie de dire, et peut-être que la réalité, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'à un moment, peut-être aussi les députés qui, à mon sens, on les paye un peu pour être à notre service, hein, sinon je ne sais pas à quoi ils servent, peut-être qu'à un moment, il faudra que le jour où on aura un discours à l'Assemblée nationale un peu éveillé, ils puissent parler de la levée d'obligation des 11 vaccins. Voilà. Mais bon, ça viendra. Vous voyez, là je vous montre, là j'ai sous les yeux la notice du vaccin. Ça c'est un truc que sur les réseaux on m'a dit ouais mais de toute façon c'est comme si on découvrait aujourd'hui que dans les notices des vaccins il y avait des effets indésirables. Moi dans ma pratique et dans la pratique de la quasi-totalité des médecins, y compris en PMI, parce que moi toutes les notices des vaccins je les ai récupérées l'an dernier, j'ai bossé en décembre 2023 à la protection maternelle infantile à Montpellier. Et j'ai récupéré toutes les notices. Là par exemple vous avez la notice de Influvac Tétra, c'est la grippe. Et ben, on m'a dit, oh, mais... et en fait, on ne les lit pas, ces notices. On ouvre la boîte, on prépare la seringue, on prend le petit coton, on pique le gamin, et les notices, elles partent à la poubelle. Vaccin de la grippe. Mais là, il y a écrit, noir sur blanc, hein. Il y a écrit, inflammation des vaisseaux, voilà, vascularite. C'est écrit. J'ai rien inventé. Donc vous pouvez dire aux parents, lisez les notices des vaccins, faites-les lire aux médecins. Parce que les médecins ne les lisent pas non plus. Non, non, mais c'est pas si petit que ça pour la peine. Là, c'est hépatite B. Enfin bon, il y en a plein, et c'est hépatite B, inflammation de vaisseaux sanguins. Voilà. Et dans l'hépatite B, il y a quand même écrit engourdissement ou faiblesse au niveau du bras, neuropathie. Il y a écrit infection autour du cerveau, entre parenthèses, méningite. Il y a écrit convulsion. Mais ça, on ne les a jamais mis en avant. L'an dernier, quand je suis passé à la PMI, la chef, la médecin qui était un peu au-dessus de moi, me dit « Mais pourquoi tu parles tout le temps des effets indésirables? Pourquoi tu ne parles pas des bénéfices des vaccins ?» Ben, parce que j'ai mon attention qui est amenée vers ça. Et que j'ai le droit d'en parler. Mais ça perturbe énormément. Priorix, donc c'est le rougeole oreillon rubéole. Rétrécissement ou blocage des vaisseaux sanguins. Syndrome de Guillain-Barré. Infection ou inflammation du cerveau ou de la moelle épinière. Et jamais on allait regarder ça. Alors peut-être que j'ai tort d'en parler. Mais ce qui est vraiment important, j'en ai parlé hier soir, moi ce qui m'importe c'est la santé publique, et en particulier, je suis en train d'écrire un article, c'est jeudi, je ne suis pas anti-vague, je suis pour la santé, en particulier pour la santé des enfants. Et moi j'ai 3 enfants, je peux vous dire que j'ai fait ce que j'ai fait. Mais je sais que mes enfants, ils ont eu des effets secondaires des vaccins. Et je sais que sans doute ça a eu des implications dans leur vie et dans ma vie, de père et de famille. Je sais que ma fille, à 7 mois, elle a fait une pneumopathie à pneumocoque 15 jours après le Prévénin, le vaccin du pneumocoque, qu'il a fallu que je la colle sous perfusion pendant 10 jours, d'antibiotiques, qu'elle était grise quand ma femme l'a amenée aux urgences, où j'étais de garde. Et que si elle était restée à la crèche ou qu'elle s'était endormie un soir et que papa n'avait pas été médecin, peut-être qu'on l'aurait retrouvée morte. Je sais que ma fille, après avoir fait ça, pendant 4 ans, 5 ans, elle a fait des otites à répétition tous les hivers où il a fallu lui coller des antibiotiques. Donc toutes ces choses-là, je les ai vécues, mais à l'époque, j'ai jamais fait le lien avec le fait que c'était les vaccins qui avaient créé ça chez mes enfants. Et
j'ai cité ce bouquin, pour moi c'est un bouquin qui a été vraiment très important aussi. Je l'ai lu à l'époque quand je faisais ma formation de yoga thérapie. C'est Eckhart Tolle, Le pouvoir du moment présent. Si vous ne connaissez pas, vous pouvez lire. Et le pouvoir du moment présent, il dit des choses extrêmement simples et extrêmement formidables parce qu'il a détaillé tout ça et c'est hyper dense comme bouquin. C'est vraiment un truc au début, pour rentrer dedans, il dit prenez un stylo et une règle, et c'est ce que j'ai fait et j'ai souligné. Parce que c'est mentalement, je sais pas, il y a un truc. Et il dit, bon, le pouvoir du moment présent, c'est-à-dire c'est maintenant, c'est là où on est là tous ensemble. Il dit le passé n'existe plus. Ce qu'il faut retenir du passé, c'est les erreurs et ne pas les perpétrer dans le futur. Et entre autres, de comprendre qu'on a fait des erreurs et de ne pas perpétrer la souffrance sur les enfants dans le futur et de pouvoir les extraire de ça. Mais moi, je pense que nous, en tant que parents, grands-parents, et collectivement, sociétalement, on vivra 1000 fois mieux. Alors, bien sûr, il y a des implications financières gigantesques. Évidemment, il y a des implications politiques. Évidemment, il y a des implications sociétales de changement de pratiques professionnelles. Mais pour moi, ça ne me dédouane pas de parler de ces risques et d'imaginer un futur meilleur pour les enfants. Imaginez que... Mais je sais que c'est... Pour moi, c'est... que si on vaccine moins les enfants, il y a moins, par exemple, d'hospitalisation d'enfants pour des problèmes cardiaques chez les jeunes, et que du coup, il y a moins de familles qui ont besoin de s'occuper de leurs gamins à 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, pour les amener en cardiologie pour une opération du cœur. Ben, écoutez, je pense que tout le monde se portera mieux. Donc moi, j'en suis là de cette réflexion. Bravo. Merci. J'essaie juste de retrouver une petite graphique, enfin un chiffre, voilà, pour conforter encore toutes ces réflexions, parce que c'est très complexe. Donc là, il y a une base de données de santé, ça s'appelle Scan Santé, c'est un logiciel qui est en ligne. C'est les bases de données de santé nationales. Et ça dépend de la TIH, donc c'est mon métier, le département d'information médicale. La TIH, c'est l'Agence technique d'information d'hospitalisation. Et l'autre jour, je suis allé, ça revient au propos que je vous racontais tout à l'heure, c'est-à-dire le classement des gens qui sont hospitalisés dans des groupes de pathologies. Vous avez par exemple un groupe qui s'appelle traitement majeur de troubles du rythme par voie vasculaire. Donc c'est des gens qui ont des troubles du rythme cardiaque. Ça peut être de la fibrillation auriculaire, ça peut être des accès de fibrillation ventriculaire, de tachycardie ventriculaire, de Wolff-Parkinson-White, enfin, des maladies qui font que votre rythme cardiaque n'est pas bon et par voie endovasculaire, on peut aller traiter et avec des courants électriques régler ça. En 2020, il y a eu 25 700 séjours en France pour ce groupe de malades. En 2021, il y a eu 32 800 séjours, donc c'est une augmentation de 28%. En 2022, il y a eu 35 700 séjours, donc c'est une augmentation de 39% par rapport à 2020. Et en 2023, il y a eu 42 787 séjours, 91 séjours, 42 791 séjours, donc c'est une augmentation de 66% par rapport à 2020. Pour traitement majeur de troubles du rythme par voie vasculaire. Ça, c'est les données officielles. Et ils ne pourront jamais contredire, c'est leur data. Ce qui les emmerde, encore une fois, c'est que Denis Agré, il sait faire de la clinique, et en plus, il sait aller sortir des chiffres qui sont accessibles. Je vous donne un autre groupe de malades. Et c'est stupéfiant, hein. Donc c'est poste de bioprothèse de valve cardiaque par voie vasculaire. Donc aujourd'hui, on peut remplacer les valves cardiaques, que ce soit la valve mitrale ou aortique, en montant un guide et en faisant de la chirurgie sans ouvrir le thorax.
postes de bioprothèse de valve cardiaque par voie vasculaire. 2020, 12 964 séjours. 2021, 15 933. Donc augmentation 23%. 2022, 17 000 séjours, augmentation de 35%. Et 2023, 19 000 séjours, 47% d'augmentation par rapport à 2020. Ils ont fait beaucoup de dépistage. En tout cas, ils ont fait beaucoup de traitements. Mais ces deux groupes de malades de traitement cardiovasculaire gravissime, et sans doute c'est arrivé via les urgences, hein, c'est-à-dire qu'à un moment ça ne va pas bien, mais ça montre l'augmentation de ces pathologies et de leur traitement. Pourquoi ils se taisent? On peut juste imaginer que peut-être ils font juste tout le temps leur boulot et qu'ils ont la tête dans le guidon, et je pense qu'il y a une partie de ça. Et un autre groupe de malades, et après je vous donnerai la parole parce que vous voyez tout ça c'est extrêmement pénible. Il y a écrit cardiopathie congénitale et valvulopathie chez les moins de 18 ans. Donc en gros, maladie cardiaque et des valves cardiaques chez les moins de 18 ans. Alors on vous dit congénitale. Enfin vous allez voir, c'est quand même assez bizarre. Parce que c'est chez les moins de 18 ans, donc c'est peut-être pas que des gamins qui sont nés comme ça. 2020, 1000 séjours. 2021, 1494 séjours. Augmentation de 39%. Et 2022, 1300 séjours, augmentation de 21% par rapport à 2020. Et 2023, on est à 1422 séjours, donc on est à toujours 32% d'augmentation des maladies cardiaques et valvulaires chez les moins de 18 ans, congénitales. Et tout ça, c'est concomitant à quoi? À l'augmentation monumentale des vaccins. Et il y a, entre guillemets, fort heureusement, pas trop d'enfants qui ont été vaccinés du Covid. Évidemment, les enfants, on continue à les vacciner avec les autres vaccins et très certainement, ça a aussi des implications cardiaques, mais ça, il ne faut pas le dire. Voilà, c'est un propos qui est difficile, lourd, mais que moi, je ne peux pas m'affranchir de tenir. Et voilà. Donc, je ne sais plus trop quoi vous dire. D'autres? Merci. Question? Moi, j'ai quelque chose à dire. Oui. À propos du vaccin. Oui. Depuis le début, tout le monde appelle ça un vaccin, alors que ce n'en était pas encore un. C'était une injection en phase expérimentale. Oui. Et je pense que si le mot injection en phase expérimentale, c'est-à-dire que tout le monde servait de cobaye, avait été dit clairement, ça aurait peut-être pas pris les proportions que ça a pris. Oui, mais si vous voulez, bon, après, c'est de la sémantique. La finalité de tout ça, c'est que moi, je pense que c'est la peur. Mais c'est peut-être faux, mais moi, si vous voulez, la question, vraiment, pour moi, aujourd'hui, c'est même pas d'avoir raison ou tort. Peut-être que ce que je vous ai dit, c'est des bêtises, et que je me trompe, et moi, je suis prêt à me tromper, et à reconnaître mes erreurs, et je l'ai déjà dit. Moi, ma plus grande intention, et le plus grand aboutissement qu'on puisse tous rêver, c'est d'arriver à un moment d'apaisement. Et ça nécessite réellement du recul ou de la hauteur, de sortir d'une attitude de jugement de l'autre, ce qui est extrêmement délicat. Moi aussi, sans doute, à travers des mots, je les ai blessés. Et je m'en suis excusé, je m'en excuse de nouveau. Entre autres parce que je ne suis pas juge, et que je ne suis pas là pour... que c'était sans doute pas le propos, et que j'aurais dû vraiment garder un propos extrêmement médical. Et vraiment, ce que je vous ai dit, pour moi, c'est une énorme révélation. C'est une révélation incroyable, en particulier sur les vaccins pédiatriques.
de comprendre que les vaccins pédiatriques n'ont pas d'innocuité et qu'entre autres, il y a des risques cardiaques qui ne sont pas anodins, pour ne pas dire graves, ça chamboule totalement, y compris ma compréhension des choses. Et c'est très très compliqué pour les parents. Il y a quantité de gens qui m'écrivent en me disant « Mais docteur, qu'est-ce que je dois faire ?» Alors, je vais finir là-dessus parce que c'est très important aussi. C'est-à-dire qu'on nous a appris que l'immunité collective, c'est d'avoir 80-90%, je veux dire un mot du cheptel, vaccinés. L'immunité collective, c'est on est tous vaccinés, on est tous protégés. Hein, c'était le slogan en boucle. Aujourd'hui, ma réflexion, et hier soir je l'ai cité, c'est un autre médecin urgentiste parisien qui passe entre autres à la télé, qui s'appelle Gérard Kierzek, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, et qui a fait des podcasts entre autres sur France Inter, où il parle de l'immunité individuelle. Quelle est notre immunité? Alors des fois je dis un peu en rigolant, ils n'ont plus d'immunité parlementaire. Par contre, je peux vous donner le bâton d'immunité. Ça, c'est Koh-Lanta. L'immunité, c'est à nous de l'avoir. J'en reviens à l'histoire de Souverain Santé. C'est comment on entretient notre santé. Et si on a plein d'individus qui sont en bonne santé et que même quand ils se font la bise, comme ils ont une bonne immunité, peut-être qu'ils se transmettent 2-3 maladies, mais du coup, ils sécrètent des anticorps et du coup, ils s'immunisent. Eh bien, en fait, l'immunité collective, c'est peut-être la somme de plein de gens qui ont une bonne santé, une bonne immunité individuelle. Et peut-être que c'est ça, la bonne immunité collective, et que peut-être qu'il n'y a pas besoin de vacciner en masse. Mais tout ça, ça fait tomber, et M. le maire a parlé de dogme, ça fait tomber un dogme, une croyance qui remonte à Pasteur, qui date d'il y a 150 ans, où il y a des gens qui sont convaincus de tout ça, et ça remet en question leur vie. Ça remet en question leur vie. Moi, j'ai eu un échange, j'en ai parlé hier soir, mais je vous le recite parce que c'est intéressant. J'ai un maison qui était praticien hospitalier en maladies infectieuses à l'hôpital Nord. Il a passé au moins 10 ans en Afrique à soigner du VIH. Ça a été le premier à les faire vacciner de la famille en janvier 2021. À me dire en permanence que je disais des conneries et que ceci, cela. Et sauf que depuis, c'était quelqu'un d'extrêmement tonique et sportif. Il s'est quand même chopé un cancer de la prostate il y a au moins 1 an et demi où il a perdu du poids et il a bien du mal à récupérer. Et ces jours-ci, il m'a écrit des trucs qui m'ont... Parce qu'en fait, il y a 2 ans, il m'a dit « Arrête de parler de tout ça, tu vas te faire radier de l'ordre. » Et il m'a dit en gros, tu vois, j'avais raison. Je dis, oui, c'est très bien, tu avais raison, mais moi, je suis en bonne santé, mais toi, Et lui, il n'arrive pas encore à intégrer intellectuellement que peut-être c'est dû à ça. Et ce que je veux dire, c'est que, vous voyez, typiquement, mon oncle, ça remet en question sa vie de maladie infectieuse. Ça remet en question cette croyance que Pasteur a inventé des médicaments, sans doute dans une intention aussi de sauver des vies et que les enfants ne tombent pas malades. Vous pouvez lire La vie, la mort, la vie, ça a été écrit par Orsena, ça raconte la vie de Pasteur, et en fait Pasteur il a des filles qui sont mortes de la typhoïde, et je pense que dans son âme de père blessé, il a imaginé tout ce qui était possible pour que les enfants puissent être sauvés des maladies, sauf que en 1860-1880, les conditions d'hygiène, de chauffage, d'accès à l'alimentation, à l'eau, n'étaient pas du tout les mêmes que maintenant, qu'il n'y avait pas d'antibiotiques, qu'il n'y avait pas des hôpitaux comme on a aujourd'hui. Et donc, voilà, et c'est toute cette évolution. Et déconstruire une croyance, c'est sans doute ce qu'il y a de plus difficile, là où clairement je suis reconnaissant, et même si
moi j'ai un débat un peu contradictoire avec Didier Raoult, mais c'est quelqu'un qui a passé sa vie en maladie infectieuse comme mon oncle, sauf que lui, médiatiquement, il a déconstruit un paquet de choses. Et il leur fait peur. Sans doute, il ne va pas aussi loin que moi dans les propos, mais si vous voyez son interview avec Berkoff, là, il y a la semaine dernière, même cette semaine, moi j'ai écrit, Raoult est devenu presque un anti-vax et un anti-corruption. Et il a des propos extrêmement intéressants, entre autres sur la corruption, c'est-à-dire qu'on ne peut pas passer notre temps à acheter la parole des gens. Moi, ce soir, je suis payé par personne, probablement je prends un peu des risques, mais je les assume dans la société où on vit, et personne, à part quelques gens qui ont essayé de me nuire, de me foutre en garde à vue, d'attenter à ma santé physique et morale en me collant 6 mois de prison avec sursis, 3 gardes à vue, des flics qui te sautent dessus, qui t'embarquent dans un fourgon à 6, qui te perquisitionnent la maison, qui attentent aussi à la santé morale des parents, parce que forcément, chez eux, ça leur fait un peu bizarre d'avoir un fils qui débarque avec 3 flics menottés dans le jardin pour la perquisition. C'est pas très simple de faire ce genre de choses, et sur moi, ça marche pas. En tout cas, ça n'a fait vraiment que me renforcer. Alors forcément, ça fait des vagues, c'est-à-dire qu'il y a des creux, c'est-à-dire que quand tu sors de garde à vue, ça te sèche. Quand tu te prends 6 mois de prison avec sursis en septembre 2022, c'est un espèce de coup de bâton, mais vraiment, tu vois pas venir. Je dis un peu en rigolant, c'est comme Guignol avec le gendarme. Vous voyez ? Et la radiation, moi, on est allé à la Chambre disciplinaire nationale contester les 3 ans d'interdiction qu'on m'avait collé en 2022. Quand on est sorti de l'audience, c'était au mois de mai, franchement, j'avais l'impression qu'on avait été entendu. Il y avait 4 ou 5 médecins, et celui qui préside, c'est un conseiller d'État. Mais vraiment, j'ai eu l'impression que j'avais été entendu, qu'il m'avait compris. Je me suis excusé. Et là, donc juin, juillet, août, septembre, 4 mois plus tard, ils adorent faire durer pour que tout ça, ils ont l'impression que... Là, on te dit radiation, ça rime à rien. Et donc, voilà ce que je peux vous apporter ce soir. Et j'espère vraiment qu'à un moment, on aura accès à la discussion. À la discussion aussi scientifique et comment sortir de ça. Voilà. En tout cas, merci d'être là, d'écouter aussi attentivement. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Allez. Ça me conforte dans mon choix. Ça vous fait peur. Ça vous fait peur. Sur le choix, sur ce qu'il faut faire maintenant. Ce qu'il faut faire, Ce c'est... qu'on a reçu, c'est derrière, mais c'est à venir. Donc vous avez fait des vaccins, si je comprends bien, du Covid. Eh bien, la question, c'est d'aller voir son médecin, de lui en parler, d'éventuellement faire du dépistage cardiologique. L'énorme problématique, moi j'ai été confronté, si je suis revenu, en fait, c'est parce que vous avez dû voir, je suis venu bosser à Decazeville là, début septembre. Hein. La raison, moi j'ai été ravi de consulter, c'était des conditions superbes, j'étais salarié, les secrétaires avaient pris les rendez-vous, j'avais le planning de rendez-vous plein du matin au soir, j'ai fait 80 consultations, et en fait, déjà j'ai envoyé énormément de patients vers des cardiologues ou faire des IRM cardiaques. Le problème, c'est que les cardiologues, même intellectuellement, ne sont pas préparés à ça. Ils sont débordés de boulot, ils ne savent pas comment y répondre. Et je peux vous donner un exemple d'échange, parce que j'ai appelé le chef de service de cardio de Rodez, parce que j'avais des comptes rendus. J'ai eu entre autres un monsieur de 70-75 ans, un mec hypertonique qui a fait du sport toute sa vie, du judo, un mec plein de santé, hein. Vacciné, 2 doses,
problème cardiaque, stent, je ne sais plus ce qu'il a. Enfin, il a eu de vrais problèmes cardiaques à cause de ces vaccins. Et donc j'avais les coordonnées du chef de service de cardio, il s'appelle Shérif. Et je lui parlais des IRM cardiaques. Il me dit, oui, mais ça, c'est pas de mon ressort. Parce que c'est pas lui qui décide de prioriser des IRM. Et en soi, il a raison. C'est pour ça que moi, je pense que la sortie de tout ça, ça ne peut se gérer qu'au niveau institutionnel, tout en haut. Il n'y a pas d'autre endroit où on pourra discuter de ça, quitte à convoquer les 30 médecins présidents de CME, donc les commissions médicales d'établissement des CHU, et d'avoir un discours entre confrères et de dire ok, on en est là, maintenant qu'est-ce qu'on fait? Et là, ça sera à ce moment-là qu'on pourra rassurer la population, parce que de toute façon, cette peur que vous vivez ce soir, peut-être plus que, elle est en train de diffuser dans la population. Et quand je fais une consultation individuelle, j'essaye de rassurer les gens, de leur donner des clés de réassurance et de traitement aussi. Mais je ne peux pas tout organiser en étant là. Il faut qu'on soit en haut. C'est comme si vous étiez sur un bateau qui dérive et vous êtes au cul du bateau et vous gueulez au capitaine va à bâbord parce qu'à tribord il y a les rochers. Ça, c'est l'histoire du bateau qui s'est écrasé en Grèce aussi. Mais il faut qu'on reprenne la barre, hein. C'est tout. Hein. Pendant combien d'années on risque d'en subir les conséquences? Mais ça dépendra d'eux, madame. Tant que... mais vraiment, ce que je veux dire là-dessus, c'est que ça, aujourd'hui, on n'a pas de données, j'ai pas accès à des données suffisamment fortes pour vous dire combien de temps on peut... Si vous voulez, moi j'ai imaginé des choses. Je vais vous détailler. On peut faire des études prospectives. Il y a des médicaments anti-inflammatoires qui marchent très bien, qui sont largement usités dans la médecine, qui peuvent diminuer très rapidement les risques cardiovasculaires. Et on peut très bien organiser au niveau national une étude prospective, c'est-à-dire qui part de l'instant T, 6 mois plus tard, 1 an plus tard, où vous incluez, je vous dis un grand chiffre, 100 000 personnes avec 2 doses de Pfizer pour avoir une population homogène. Vous prenez 50 000 personnes, ça s'appelle un bras, vous leur donnez le traitement que vous pensez qu'il va avoir une action protectrice cardiovasculaire sur les 50 000 personnes qui ont eu 2 doses. L'autre bras, vous leur donnez du placebo. Vous suivez ces 2 cohortes de 50 000, donc vous suivez 100 000 personnes pendant 6 mois. On a tous les outils statistiques pour, au bout de 6 mois, faire une analyse intermédiaire et voir si dans le groupe qui a reçu le traitement anti-inflammatoire, il y a moins de maladies cardiovasculaires. Si c'est vérifié, on peut généraliser ça à la population qui souhaite le prendre et rassurer tout le monde en 6 mois, 1 an, c'est réglé. Mais ça, je l'ai écrit, je l'ai dit dans des vidéos, je l'ai écrit sur Twitter, parce que c'est le seul objet médiatico-politique, parce que c'est politique. Mais moi, j'ai encore fermé mon compte Twitter, parce que c'est aussi une guerre médiatico-politique, et que moi, j'en ai marre d'être dans cette guerre. Donc moi, quand ça ne fonctionne pas, je me retire, y compris sur ces objets-là. Telegram, machin, enfin, moi, si vous voulez, j'ai bougé de partout. Mais ce que je veux vous dire, madame, et je vois que ça... j'ai et nous avons des possibilités médicales, institutionnelles, scientifiques pour rassurer les gens, pour traiter les gens, mais on ne pourra le faire qu'au niveau ministériel. On ne pourra pas le faire à d'autres endroits que ça. Là, vous voyez, je vous donne une information qui n'est pas complète, parce que de toute façon, je ne détiens pas la vérité, et surtout, ce que je vous dis, il faut que ça soit validé par des pairs, entre autres des grands professeurs. Moi, une des choses on en a parlé avec quelqu'un, mais il y a des gens dans la médecine, y compris des grands professeurs, qui ont compris. Mais ils ne prennent pas le micro. Alors, il y a Didier Raoult, il y a Christian Perron, qui sont... Mais depuis 3 ans,
est-ce que vous avez entendu un ou deux professeurs de grands CHU, je vous le redis, il y a 30 CHU, on pourrait au moins imaginer qu'il y ait 30 moutons noirs, 30 professeurs émérites dans les CHU qui prennent le métro et qui disent dans la rue ou dans les médias, effectivement, il y a des problèmes cardiovasculaires avec les vaccins. Je vous ai cité les bases de données de santé nationales. Vous avez dans les troubles du rythme vasculaire une augmentation de 66% en 2023 par rapport à 2020. Putain, ils le voient dans leur pratique. Donc, mais oui, mais... Voilà. Oui, mais là, si vous voulez, on est à un moment de l'histoire où l'histoire du pognon, bien sûr qu'elle est là pour les grands dirigeants, mais aussi elle est là pour la population, que d'avoir une population malade ou handicapée, ça coûte très très cher à la société, et qu'il est, et je vous le dis, vraiment urgent qu'on puisse rassurer les gens et les soigner. Donc voilà. Bon voilà. J'entends votre colère gronder. Ce que je vous propose, c'est que j'arrête de parler avec le micro, qu'on discute simplement. Pour sortir de ça un peu tranquillement, on peut se lever.